Tu rencontres peut-être actuellement le problème du deeply nested state en React, c'est-à-dire que tu as un état qui a trop d'imbrication. C'est-à-dire que je suis sur le site de React là, et par exemple, tu as un état avec un élément qui contient des enfants, et cet enfant contient lui-même des éléments, éléments qui contiennent eux aussi des enfants, etc., etc. Donc, comme dans l'exemple juste là, c'est assez embêtant d'avoir autant d'imbrication. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment résoudre ce problème. Si tu me connais pas, moi je suis Clément et en ce moment je travaille sur un projet dont le but est de permettre de créer des tunnels de vente, un peu comme ClickFunnels ou System.io. Et avec ce projet, je te partage mon avancement au fur et à mesure du développement. Donc la solution, elle est finalement assez simple et c'est d'aplatir ou de normaliser ton état en utilisant cette méthode. Tu vas remplacer ta propriété children de, de chacun de tes éléments par child IDs. Et dans cette propriété-là, tu vas mettre un tableau qui contiendra les identifiants des éléments enfants de l'élément, et tu vas répéter ça pour chacun des éléments qui a des parents. En fait, comme tu peux le voir dans cet exemple, ça permet d'avoir un objet avec uniquement des éléments qui sont en fait qui n'ont pas d'imbrication, qui sont pas imbriqués les uns dans les autres. Donc l'état est aplati. Ça permet d'éviter d'avoir. Alors là, dans leur cas de base, c'était un objet, mais moi j'avais une liste et, euh, et en fait, ça permet d'éviter de devoir parcourir ta liste à chaque fois que tu veux mettre à jour ton état. Moi, c'est le problème que j'avais. En fait, vu que j'avais une liste qui contient des éléments qui eux-mêmes contiennent des enfants, etc., etc., eh ben, j'aurais eu des problèmes de performance dès le début, en fait, parce que ben, recherche de première occurrence dans une liste, c'est pas très, c'est pas très rapide, donc il fallait changer ça. Et grâce à ça, ben, en fait, avec uniquement l'identifiant de l'élément, on peut retrouver ses propriétés, sa valeur, et la changer directement très rapidement. Donc je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble dans mon projet. Alors c'est pas très lisible parce que euh, c'est un peu espacé bizarrement, mais ça c'est la structure de données de base que j'avais moi. Je sais pas jusqu'à où ça va, je suis à peu près jusqu'à là. Voilà, là. Donc ça c'est ma structure de données de base. J'avais mon premier élément qui était du texte, mais j'avais surtout cet élément là qui est une section qui contient une propriété children, qui contient elle-même un objet, qui contient et cet objet qui contient lui-même encore une fois une liste d'enfants. Donc la solution que j'ai fait, c'est pas ici, c'est sur mon projet, sur VS Code, voilà. Donc la solution à ça, c'est de remplacer la liste par un objet, de mettre une propriété, enfin de mettre un élément route. Donc moi j'ai décidé qu'il aurait l'identifiant route, mais tu peux mettre ce que tu veux tant qu'il est unique. Et c'est la base de ton état. Donc dans mon cas, ça va être la base de mon éditeur, de mon éditeur de tunnel de vente. Donc concrètement, ça va être le carré noir juste là. Et donc comme tu peux le voir là, en fait, j'ai deux éléments, comment dire, qui sont placés en premier, quoi, qui sont pas imbriqués. Et ça se traduit par ici la propriété child IDs qui a du coup deux variables, à savoir les identifiants des deux enfants. Et ensuite, quand on va dans l'objet qui a l'identifiant, enfin oui, dans l'objet qui a la propriété ID 4, eh bien, on peut voir que ici j'ai un objet qui a aussi qui a aussi un enfant, qui est ID3. Et ID3, en fait, c'est une autre section qui contient elle-même d'autres enfants, à savoir ID1 et ID2. Donc ID1 et ID2, je les retrouve ici, et c'est deux éléments de texte. Voilà, maintenant tu peux te demander peut-être comment est-ce qu'on met à jour cette structure de données. Ben, je vais te montrer ça tout de suite. Comme tu peux le voir ici, j'ai la fonction qui s'appelle setFunnelsElement. Et en fait, setFunnelsElement, ça me permet de gérer l'état qui permet d'afficher tous ces éléments ici. Et j'ai fait en sorte de retourner un objet avec tous mes anciens objets, mais avec en plus l'objet que j'ai modifié, c'est-à-dire l'élément dont je veux modifier la valeur. Donc dans mon cas, j'ai décidé de changer le padding
de mon élément. Du coup, j'ai utilisé cette syntaxe. Bon, je sais pas trop comment l'expliquer, mais basiquement, ça remplace l'élément précédent, l'ancien élément, par le nouveau. Et le nouveau, c'est juste le même élément avec une propriété padding qui aura changé. Et grâce à ça, bah, je modifie mon état enfin, je modifie le padding dans ma variable d'état. Et ensuite, vu que cette variable padding, je l'ai mise dans mon composant, ça changera directement en direct la zone. Donc comme tu peux le voir ici, je peux changer le padding en global ou en séparé. Donc là, imaginons que je mette 12 de padding plutôt que 11. Hop, ça le change et ça l'actualise directement. Je peux le mettre à 20. Tu vois, ça change en direct et ça a pas trop de problème de latence. Pareil, quand je fais ça, tu vois, ça lag un petit peu, mais c'est parce que j'ai pas du tout optimisé le rendu en fait des composants. J'ai rien optimisé du tout dans l'application en termes de React Use Memo et de mémo tout court. Si tu as pas compris quelque chose dans mes explications, je te laisse aller regarder le site React à cette adresse-là. Je le mettrai dans la description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord en cliquant sur le premier lien dans la description.